La saga Arlette par Éric Vincent. Tome 3. Infirmière, branlant aujourd'hui, debout des deux mains. À Arlette, la femme qui m'a écouté. Arlette avait senti la vie s'échapper du corps d'Éric. D'abord, les membres s'étaient figés définitivement, les blessures empêchant tout mouvement. Ensuite, elle avait dû soutenir sa tête, la nuque perdant brusquement toute force. Enfin, ses yeux et ses lèvres avaient connu les derniers spasmes, présageant une mort proche. Son regard aimanté, si enjôleur, si rieur, et son sempiternel sourire étaient tombés aux oubliettes. Arlette le tenait dans ses bras, une main sous la tête, l'autre sur le ventre de son compagnon, pour retenir les entrailles mises à nu. La mitrailleuse l'avait presque coupé en deux, lors de cette embuscade tendue par la ministre du président, le Ku-Klux-Klan. Un nouveau piège imaginé par cette fiotte de président. Les balles fusaient autour d'elle. Elle s'en moquait. Elle n'écoutait même pas les suppliques de Yann l'exhortant à quitter le squat au plus vite. Yann Delaunay, l'organisateur des opérations commando contre le pouvoir en place, l'ardent défenseur de la mixité. Tous les membres de la FUN, Fédération omni-universelle niquant les enflures, luttaient pour le droit à la mixité, pour le droit à vivre en couple hétérosexuel, et non plus exclusivement en couple homosexuel. Tous luttaient contre le président bacchanal et ses deux sbires, ses deux âmes damnées, Vigor et Margarine, respectivement ministres de la prospection et ministre de l'Intérieur. Deux belles enflures, c'était le cas de le dire et la raison du combat, qui appliquaient le règlement à la lettre Q. La loi votée quelques années auparavant était parfaitement claire sur le sujet. Une peine de 20 ans d'emprisonnement en cas de vie commune mixte, voire une exécution sommaire si preuve était faite que l'accusé avait commis des actes de guerre contre les autorités gouvernementales. La mitrailleuse avait achevé le dernier pan de béton protecteur. La milice approchait dangereusement. Éric l'avait retenu au maximum afin de permettre l'évacuation des femmes, des enfants et des vieillards. Arlette s'était portée à ses côtés, imitant Yann venu en renfort. Ils auraient dû faire confiance à Antoine, le fils d'Arlette. Le responsable de l'observation et de l'espionnage, le roi de l'optique électronique, avait détecté les préparatifs d'une opération d'envergure exceptionnelle, une manœuvre destinée à éradiquer définitivement la FUN. Même si son expérience était courte dans le domaine, il savait ce qu'il faisait, il était passé maître dans l'art de piéger l'ennemi à son insu. Ils auraient dû écouter Antoine. Cela aurait évité l'inutile sacrifice de vie, sacrifice amoindri grâce à l'action d'Éric, seul avec son fusil mitrailleur, ajustant chacun de ses tirs en les combinant avec des ricochets comme au billard, sport tranquille dans lequel il excellait. Malheureusement, malgré l'aide de ses comparses, le feu de l'ennemi était trop fort, trop nourri. Un membre actif du Ku-Klux-Klan l'avait eu par derrière, le prenant à revers. La rafale, une dizaine de balles de gros calibre, fit des ravages dans le dos et dans le ventre, traversant son corps de part en part, mettant ses intestins à l'air. Yann avait abattu l'enflure d'une balle en pleine tête, en poussant une quantité de jurons, une seule balle. Il fallait économiser les munitions, et ces salopards ne valaient pas plus. Arlette avait hurlé en se précipitant auprès de son aimé. Pas Éric, pas lui qui l'avait sauvé de la conversion à l'homosexualité, traitement particulièrement douloureux pratiqué par des amazones sur les sujets déviationnistes. À l'époque, Éric se livrait à la guerre en solitaire. D'ailleurs, au début, à la FUN, ils avaient cru qu'il s'agissait d'un espion de Vigor et Margarine. Sa solitude et son passé inexistant en faisaient un suspect douteux. Il était apparu comme par magie, entrant dans le commissariat, abattant toutes les fiottes lui barrant le passage. Pour la sauver. Qui était-il? Elle ne le saurait probablement jamais, car il mourrait dans ses bras. « Je t'aime, mon chéri, lui cria-t-elle dans l'assourdissant tumulte de la bataille. Il tenta de desserrer les dents, combattant la douleur pour lui souffler quelques mots. Sa poitrine se souleva pour s'emplir d'air et il lâcha. Mission finie. Ces dernières paroles. La poitrine retomba lentement, l'ultime souffle de vie partit. Le regard se figea.
Arlette leva les yeux au ciel pour crier sa haine de l'injustice. Pourquoi lui qui aimait tant donner, se voyait repris par le Tout-Puissant? Pourquoi l'avait-il envoyé pour le reprendre par la mort violente? Pour montrer le chemin, la voie à suivre, la voie à écouter. Pas pour lui infliger une nouvelle épreuve, comme elle le crut un instant, mais pour lui donner la force de gagner le combat pour le droit à la différence, pour le droit au bonheur. Diane vit bien qu'elle ne pouvait plus réagir. Elle en était incapable, tétanisée, accablée par le chagrin. Il l'empoigna fermement tandis qu'un homme bâti comme une montagne traîna la dépouille du défenseur des Louis Calines. Diane couvrit leur sortie au lance-flammes, barrant le passage à la milice, le temps de gagner les bases arrières. Ils descendirent l'escalier menant à la cave du bâtiment et entrèrent dans le réseau des égouts par une porte dérobée. Lorsqu'ils furent à une distance respectable du théâtre des opérations, Diane retira une télécommande d'une des poches de son treillis. Il arma et déclencha l'explosion. Au-dessus, le bâtiment délabré partit en fumée, et des tonnes de gravats s'abattirent sur les miliciens. Ils n'en réchapperaient pas. La foule avançait lentement dans la nuit. Une longue file inattendue de membres de la foule. Toute la communauté avait tenu à suivre les chefs pour rendre un dernier hommage à Eric, la légende vivante. Ils avaient tous cru volontiers qu'il était immortel, réussissant chaque opération entreprise, accomplissant les pires folies imaginées par leur état-major avec Yann et Arlette à la tête. Arlette était là, juste derrière le chariot tiré par des baudets du Poitou, animaux qu'affectionnait Eric pour leurs adorables têtes expressives. Elle était soutenue par Antoine et Charlotte, ses enfants. Yann et sa nouvelle compagne, Nadine, étaient également du voyage. Il avait un bras en écharpe, une égratignure selon lui, que Nadine avait soignée à merveille. La nouvelle venue s'était vue confier la responsabilité de la logistique médicale dans les actions de guerre et dans le quotidien de la foule. Son joli minois de brune aux yeux intensément noirs, au teint mat, avait immédiatement plu à Yann. Il était comme envoûté, amoureux fou, même s'il savait que cet amour pouvait cesser d'un jour à l'autre par la faute d'une balle perdue. Le drame frappant le couple symbole de la résistance et de la beauté réussie de la mixité prouvait que le bonheur ne tenait qu'à un fil. Il faisait nuit noire. Pas de lune, juste des torches enflammées au pétrole pour éclairer la forêt enchantée de Brocéliande, au cœur de la Bretagne. Eric ne tenait pas à grand-chose au sujet de sa mort. Il souhaitait seulement disparaître par le feu. Ses cendres devaient être dispersées dans le cours d'eau le plus proche, sans aucune cérémonie. La seule incartade qu'il acceptait, c'étaient les mots d'un prêtre pendant la crémation. Des mots ne faisant pas référence à la religion catholique, ni à aucune autre religion. Juste des mots parlant de Dieu, de l'amour, de la mission que nous avons tous d'aider, d'aimer, d'accomplir notre chemin avec la plus grande conviction. Le prêtre averti vint près du bûcher improvisé et prononça les paroles attendues, telles que les avait souhaitées Arlette, se conformant aux dernières volontés d'Éric. Il fut sobre. Mes enfants, si nous sommes réunis ici, c'est pour accompagner Eric dans son dernier voyage. C'est aussi pour affronter ensemble cette terrible épreuve et soutenir ceux qui l'ont aimé. J'étais de cela, parce que j'aimais nos conversations sans fin où il voulait bannir toute religion de nos discours, pour ne retenir que l'essentiel, l'amour des autres, le don de soi. Donner, il savait le faire. Réconforter aussi, car il possédait ce don précieux d'offrir les mots chargés d'énergie galvanisant l'âme. Il ne refusait jamais de passer quelques instants avec l'un de nous tous, lorsque le doute s'insinuait, lorsque le découragement guettait, lorsque la foi nous abandonnait. Même au plus bas, il trouvait la force, l'envie de faire don de ses dernières parcelles d'énergie. Avant-hier encore, il a fait preuve d'abnégation, offrant sa vie pour en sauver des dizaines d'autres. Il s'est sacrifié. Il a achevé sa mission avec éclat, avec panache, repoussant une fois de plus les limites de ce qu'il était humainement possible de réaliser. Il est reparti près de Dieu avec le sentiment d'avoir mené un combat juste, une mission de sauvegarde du bonheur. Qu'il repose en paix auprès du Seigneur. Il a amplement gagné sa place parmi ceux qui sont méritants. Le prêtre recula, laissant le libre accès au bûcher. Yann se tourna vers Arlette et lui tendit la torche. Arlette regarda la flamme vaciller dans tous les sens,
ballottée par le vent naissant. Cette flamme lui rappela le regard de son amant quand il la désirait. Oui, c'était ça, le feu qui le consumait. Elle le reconnaissait entre 1000 regards expressifs offerts tout au long de ces années vécues ensemble, dans le combat. Un regard sur 1000 si particulier, un regard renforcé par son amorce de sourire propre à lui, juste la commissure gauche de sa bouche qui se redressait. À ces instants précis, elle savait qu'il usait de son pouvoir paranormal, son don de télépathie. Il sondait son âme à la recherche de ses désirs secrets, et tout à coup, il savait et offrait ce dont elle avait envie. Son corps était enveloppé de bandelettes imprégnées d'essence, afin d'accélérer la combustion. Son visage avait été recouvert de la même façon. Elle aurait tant aimé revoir son visage une dernière fois. Non, elle ne pouvait pas se résoudre à cette idée. Il avait rejoint le firmament, les vallées éternellement fleuries de l'Éden. Son visage avait cessé de vivre. Il était mort. Elle ne put prendre la torche, se sentant défaillir. Elle fit un signe de la tête à Yann, un signe négatif. Alors, sans attendre davantage, l'ex-commissaire de police jeta le morceau de bois enflammé. Le brasier prit instantanément. Arlette baissa les yeux, puis les ferma pour laisser échapper des sanglots, dont le bruit fut couvert par le souffle brûlant consumant les restes de son amour. Des images, tant d'images de bonheur, défilant comme un long métrage devant ses yeux. Du bonheur à l'état pur, même lorsque Eric, très fort en apparence, se laissait aller à des moments de tristesse désespérante. Le film ne cessa pas. Comment ne pas se souvenir de la convention secrète de la Foune, tenue dans le Vercors enneigé, dormant dans des refuges de haute montagne chauffés uniquement au feu de cheminée? Comment aurait-elle pu oublier leur fuite face au RAID, le régiment armé d'intervention de l'État, qui s'était achevé près du vieux Boucau, dans les Landes, dans une cabane isolée du reste du monde? Comment oublier qu'ils lui avaient fait l'amour alors qu'ils étaient pris au piège dans un réseau de caves d'un ensemble immobilier, méprisant le danger planant au-dessus de leur tête? Comment oublier leur première rencontre, dans ce commissariat aux allures de camp retranché, où il avait accompli un exploit, avait fait sauter la porte de la cellule où elle croupissait depuis quelques jours, et où il l'avait embrassée chaudement dès le premier regard, l'attirant contre son torse musclé, velu, enfin pas trop, et tatoué, non pas du tout. Tu aimerais un Arlette Forever, à moins que tu préfères un papillon. Non, non, je sais. Un tatouage canne à pêche sur un endroit stratégique. Ainsi, lorsque la bête serait excitée, la canne à pêche serait dépliée. Ça s'appelle avoir la gaule. Malgré la douleur des coups encaissés durant les nombreuses séances d'interrogatoire, elle s'était donnée à son baiser, à sa caresse forte et tendre. Une ruse de l'ennemi pour l'attendrir? Non, elle lui avait fait confiance d'entrée de jeu. Comment ne pas se souvenir de lui? Dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, peu importait le temps nécessaire à leur victoire, tous se souviendraient d'Eric. Surtout elle. Combien de temps? 30 minutes? 1 heure? Les flammes avaient accompli leur ouvrage. Du compagnon il ne restait que de la braise chaude. Ironie du sort. Même mort, il était capable de lui offrir de la chaleur. Quelques individus avaient recueilli des cendres, juste de quoi remplir une urne. Ils remirent l'objet anodin à Arlette. La cérémonie tirait à sa fin. Les participants, exténués par une longue marche à travers les bois, atteints par le chagrin, s'apprêtaient à se retirer lorsque des coups de feu claquèrent. Quelques coups sourds, suivis par des éclairs de lumière aveuglante. « Des fusées éclairantes !» cria Yann. « Par là !» cria Antoine sans paniquer. En maître de l'observation, il fut certain de repérer une brèche dans le dispositif ennemi. Les coups de feu plus secs des automatiques se déclenchèrent dès que la clairière fut suffisamment éclairée, comme en plein jour. Ils faisaient tous une cible facile. Les premiers tombèrent rapidement. Antoine hurla ses ordres à la radio. Une demi-douzaine d'explosions suivies, à une 50aine de mètres droit devant eux. Des hurlements s'élevèrent entre les arbres. L'ennemi avait oublié, selon toute vraisemblance, que la Foune tenait en Antoine un petit génie de la prévoyance. Après la guerre, il pourrait se reconvertir en assureur. Il avait préparé le terrain en y incorporant des explosifs. Yann avait connecté le tout à une radiocommande. Le déclenchement des hostilités par l'ennemi avait entraîné une réaction à la mesure de l'agression. Hélas, cette précaution ne suffisait pas. La milice tentait de reformer le cercle infernal. Les blessés allaient devenir trop nombreux et ralentir inévitablement leur progression.
Antoine aboya de nouveaux ordres. Des véhicules blindés, armés de mitrailleuses lourdes, surgirent de l'arrière du convoi. Elles furent précédées par 2 avions d'acrobatie reconvertis en chasseurs-bombardiers. Ils lâchèrent chacun successivement 2 bombes au phosphore qui nettoyèrent le front sur au moins 200 mètres de large. Les automitrailleuses se séparèrent en 2 groupes de façon à élargir la brèche. La surprise organisée par l'ennemi passée, la bataille tourna à l'avantage des résistants. La milice, motorisée, avait oublié de s'assurer la maîtrise des airs. Les 2 appareils refirent plusieurs passages, larguant des bombes d'une trentaine de kilos dont le principe actif avait été sérieusement amélioré par Yann. Ils purent regagner leur base secrète après avoir transformé l'embuscade en victoire décisive. Quelque part dans Rennes, dans un lieu tenu secret, Arlette était assise sur un banc, les coudes posés sur une table en bois, seule. Son regard volait d'Antoine, s'affairant avec un groupe d'espions, à Yann donnant un coup de main à Charlotte pour déballer le matériel de soins. Nadine avait réussi un beau coup en détournant un camion destiné à l'hôpital universitaire. En solo. Pas mal pour un début. La petite brune apprenait bien, très bien. Elle était absente à la recherche de matériel médical plus lourd, indispensable aux chirurgiens pour opérer dans de meilleures conditions. Leur quotidien, ainsi que celui de nombreux autres corps de métier, était mis à rude épreuve car les fournitures faisaient cruellement défaut. Arlette faisait 1000 efforts pour se concentrer sur sa tâche, sur ceux qui l'entouraient affectueusement et qui s'activaient dans un ballet parfaitement organisé. Elle éprouvait les pires difficultés à ne pas focaliser sur la mort de son amour. C'était une terrible épreuve, d'autant plus terrible qu'elle avait presque perdu Eric une première fois, lorsque Philippe, son jumeau, était mort au cours d'une opération spéciale. Il était encore plus fêlé qu'Eric. Il avait sauté sur un objectif trop important, mal préparé. Son parachute s'était pris dans des fils de fer barbelés électrifiés. Il avait crié comme un cochon suspendu à la toile de soie bleue et rouge. Son corps méconnaissable avait été exposé au public par le gouvernement de Bacchanal comme le résultat invariable des vaines tentatives d'opposition à la loi. Sophie, sa veuve, avait quitté le mouvement, pas par perte de conviction, mais parce qu'elle ne voulait pas ajouter son nom à la longue liste des morts. Elle était partie rejoindre un certain Jean-Xavier de Felder en Australie, un pays où la mixité était légale. Elle pourrait y avoir des enfants, d'adorables bambins de façon naturelle. Elle pourrait les élever sans être obligée de les soumettre aux piqûres hormonales. Oui, en France, non seulement la conception des enfants était inévitablement réalisée in vitro, mais ils étaient gavés dès leur plus jeune âge de quantités phénoménales d'hormones sexuelles de synthèse afin de préparer des générations d'homosexuels, filles ou garçons. Les mecs ressembleraient à des fiottes finies ou à des gros durs en cuir, les femmes ressembleraient à des garçons manqués ou à des mangeuses de minous perpétuellement affamées. Vigor et Margarine, sous les ordres de l'ignoble Bacchanal, organisaient, façonnaient le monde à leur image. Ils se livraient à une course de vitesse avec la foudre, une course à la suprématie grâce au nombre d'adeptes. À tout instant, l'avantage pouvait basculer dans l'un ou l'autre des camps, la Foune ou le Ku-Klux-Klan. Philippe, mort, Sophie partie, Eric mort. Arlette frissonna. Devait-elle partir, laissant ses enfants et les autres prendre la suite? Ils comprendraient. Ils savaient tous à quel point inimaginable l'amour entre Arlette et Eric avait été puissant. La blessure infligée était à la mesure de cet amour incommensurable. Ils comprendraient, ils pardonneraient sa faiblesse. Et s'ils ne comprenaient pas? Si le mouvement perdait sa vigueur en perdant son égérie? Non, elle n'avait pas le droit d'abandonner. Elle devait poursuivre jusqu'à la victoire finale. Elle frappa du poing sur la table. Elle vengerait la mort de son aimé au centuple. Elle se leva d'un bond, monta sur la table, et entama un striptease destiné à attirer les partisans. Là, je fantasme. Elle empoigna un micro. Lecteur, tu as fantasmé une seconde, n'est-ce pas, hein? Et enflamma l'assistance, médusée en quelques mots. Vous voulez votre vengeance? Une vague de oui déferla dans la foule. Ils voulaient éliminer des enflures du Ku-Klux-Klan avant de se livrer à une séance géante d'échangisme. Oula, ça commence à devenir graveleux, là. On va s'en tenir à ça, non? Non, tu veux pas? T'en veux plus?
N'y a-t-il personne pour m'offrir un plan de vengeance dit-elle en provoquant les supporters. Si, moi, j'ai un plan hurlèrent plusieurs personnes en levant les mains. Arlette sentit l'énergie, le courage revenir. Haranguer les siens était un bon moyen de gagner sur le temps et un moyen de gagner tout court. Eric serait vengé. Comme toujours par sécurité, ils décidèrent de lever le camp pour une nouvelle cachette que seule Arlette connaissait. Vigor et Margarine étaient en train de s'engueuler comme Albin et Renato dans la cage aux folles. Margarine en prenait pour son grade. Vigor, le ministre de la prospection, lui reprochait l'inefficacité de ses chefs miliciens. Il se proposait de les enfiler pour voir ce qu'ils avaient dans les tripes. Margarine lui rappela que c'était son privilège, et que si Vigor avait des velléités de tromperie, il pouvait toujours aller dans l'école des miliciens pour assouvir ses pulsions, ou user de son droit de cuissage poilu sur n'importe quel membre de son secrétariat. Ils stoppèrent leur chamaillerie lorsqu'ils sentirent une présence dans l'obscurité. « Qui est là » demanda Margarine, pas très courageuse lorsqu'il s'agissait de se battre avec ses petits poings. « C'est moi » fit une voix tout droit sortie d'outre-tombe. Une forme approcha, semblant glisser au-dessus du sol. Nul ne pouvait voir son visage. Elle portait chasuble et masque de métal argenté. Lorsqu'elle relevait brièvement sa tête, on pouvait apercevoir ses yeux d'un noir incandescent, aussi incroyable que cela pouvait paraître. On aurait dit une ombre lumineusement magnifique. « Maître, dirent-ils en chœur, que pouvons-nous pour vous servir ?»« Bien peu que vous puissiez accomplir, déclama la voix sépulcrale. Je vous confie des missions et vous êtes incapable de les mener à bien. Vous deviez massacrer ces maudits résistants lors de la crémation. Sauf leur chef, Arlette. Je lui réserve une bonne surprise. Par votre faute, mon plaisir a été gâché. Nous nous rattraperons, maître. Ordonnez et nous exécuterons. La forme haussa les épaules. Ce damné Eric avait réussi à contrecarrer ses plans une première fois. Elle l'avait laissé jouer avec Arlette en Italie, pour mieux le briser. Il avait réussi à recréer un futur meilleur en effaçant les méfaits de son frère. Elle avait perdu le jumeau ainsi que son invention et avait dû effectuer des recherches afin de dénicher un nouvel inventeur. L'équipe de scientifiques avait jeté son défolu sur un autre enfant, un Vietnamien. Pas facile à trouver. La forme avait tout de même mis la main sur l'identité de ce cobaye. Il s'était révélé prodigieusement doué, bien plus que Philippe. La télécommande permettait de naviguer dans le temps, mais aussi de traverser les mondes parallèles. Tuer l'inventeur et s'emparer de sa création avait été un jeu d'enfant. Passant dans un monde parallèle avec l'appareil, et détruisant toute trace, tout plan, elle devenait intouchable. Elle avait conclu un pacte et était désormais protégée par celui qui haïssait les anges en mission. Elle n'avait qu'une idée en tête, détruire l'amour entre Arlette et Eric, le piétiner. Pour accomplir son noir dessein, l'ombre possédait un plan infaillible. Eric était mort dans cette dimension. Celui provenant de sa dimension pouvait donc entrer en action. « Tout est prêt pour sa venue ?»« Oui, maître, le lieu a été choisi. »« Parfait. Passez à l'action, ordonna le suppôt de Satan. À ces mots, il actionna la télécommande. Vigor et Margarine s'engouffrèrent dans la porte étoilée. Une porte sur la dimension des autres mondes. Des mondes parallèles où notre bonne vieille Terre vivait d'autres histoires avec d'autres évolutions, d'autres personnages, parfois les mêmes, mais avec des destinées différentes. Une multitude de possibilités toutes parties d'un point unique, la naissance de l'univers. Les mondes parallèles étaient la réponse à la sempiternelle question. Que se serait-il passé si je n'avais pas fait ça, ou si j'avais choisi telle voie plutôt que telle autre? Dans ces mondes, on trouvait des réponses. Eric était allé chercher des croissants chauds très tôt le matin. Marina dormait comme un bébé. Hier soir, Philippe et Sophie étaient venus dîner. Pris à l'idée de panique de ne rien avoir préparé, ils s'étaient précipités dans la cuisine. Le réfrigérateur contenait un foie gras et un magnifique homard breton. Sur la terrasse, au frais, un panier d'huîtres fines de clair de marraine attendait l'ouverture. Le repas avait donc été pensé dans ce nouveau futur. Il avait commis gaffe sur gaffe avec Philippe, dont il ignorait tout, des habitudes au métier, sauf la date d'anniversaire puisqu'il était son jumeau.
Sophie n'était pas morte d'une overdose comme dans l'ancien passé. Philippe avait dit oui, là où son frère avait dit non. Il avait assumé la mission et Eric crut comprendre, à plusieurs reprises dans la conversation, que cela n'avait pas été une paire de manches. Pourtant, c'était une réussite, car Sophie transpirait la joie de vivre et la transmettait jour après jour à ses élèves en cours d'anglais. À leur départ, il s'était retrouvé seul, lui, Marina et le bébé dormant dans son petit lit. À 3 mois passés, il faisait ses nuits et de merveilleuses risettes devant lesquelles Eric était censé s'extasier. Il découvrait en fait sa fille, Natalia. Aucune gaffe possible quant à elle, car il avait examiné rapidement son livret de famille sur lequel figurait la date de naissance. 2 juillet 2002. Encore le mois de juillet. Il s'était allongé près de Marina et s'était collé contre elle, l'attirant si fort qu'elle ne put se méprendre sur ses intentions. Elle s'offrit avec générosité, avec ardeur, pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle s'endorme épuisée, à bout des coups fous de son bout doux. Elle perdit doucement connaissance, étonnée par une excitation faramineuse. Comment lui expliquer qu'il n'avait pas fait l'amour depuis plus de 9 mois? Comment lui expliquer qu'il la retrouvait vivante alors qu'il la croyait morte? Surtout, comment avait-il pu tenir toute la soirée, sans la prendre plus de 2 fois dans la cuisine, à son grand étonnement et à sa grande joie? Il se le demandait encore. Il avait préparé le petit déjeuner et l'avait poussé sur la desserte jusque dans la chambre. Marina dormait. Il se pencha sur elle, dégagea la cascade de cheveux masquant ses joues et sa gorge. Il la couvrit de baisers jusqu'à ce que ses yeux s'entrouvent. Elle lui offrit l'un de ces légendaires sourires auxquels il ne résistait jamais. Il se laissa choir sur son ventre. Elle gémit d'aise et lui dit « Il y a longtemps que tu m'avais pas fait l'amour comme cette nuit. »« Vraiment ? » ?»« Oh oui, au moins 2 semaines. » Cet écart raisonnable le rassura. À 36 ans, il n'était pas inapte au service sexuel. « Tu as faim ? Tu crois ? J'ai une faim de loup après ce que tu m'as fait subir. »« Tu as subi ? » ?»« Oh oui, fit-elle avec délice. »« Coquine !» Quel délire ! Mais qu'est-ce qui m'a valu d'avoir droit au turbo cette nuit? Il y avait une belle ligne droite, bien rectiligne. C'était tentant d'effectuer un dépassement. Oh, un surpassement en vérité. Tu as aimé? Quelle question! Je suis surprise que tu la poses encore, après quoi une bonne vingtaine d'orgasmes arrachés à mon ventre. Tu ne changeras jamais, tu douteras toujours de toi. Toujours. Je doute donc je suis, disait Descartes. Douter me permet de me remettre en question, de m'améliorer, de donner davantage. Il posa les plateaux sur le lit. Il n'avait pas fait les choses à moitié, mais s'il en avait eu le temps, il aurait cuisiné des cakes maison, du gâteau au fromage blanc ou une viennoiserie savoureuse, pour relever le niveau du petit déjeuner. Ces lacunes n'empêchèrent pas Marina de dévorer à pleines dents, justifiant son appétit légendaire. Eric se leva et se rendit aux toilettes. Lorsqu'il eut évacué le trop-plein nocturne, un bon litre, normal vu ce qu'il avait éclusé la veille au soir, de l'eau bien sûr, il se retourna et découvrit des étoiles. Plein d'étoiles. Des mains l'empoignèrent fermement et le firent plonger dans le néant. Au passage, on le gratifia d'un coup sur la tête. C'est meilleur pour le suspense. De la musique rock-punk au loin. Des couleurs dansantes, des odeurs de sueur, de tabac. Eric était allongé sur une banquette de cuir, froide, élimée. Il se redressa lentement, la tête meurtrie, surmontée par un bel œuf de pigeon. Qui que ce soit, son agresseur ne l'avait pas raté. Il avait fait le nécessaire pour qu'il sombre dans l'inconscience, pas le superflu pour qu'il rende l'âme. Il posa enfin ses coudes sur la table. Devant son nez, il y avait un Indien. Pas un valeureux guerrier apache ou sioux, mais une boisson composée de sirop de grenadine et d'orangina. Sa boisson préférée dans les années 80. Flèche to Flèche de Billy Idol martyrisait des enceintes de piètre qualité. Ces détails confirmaient un nouveau retour dans le passé. Pourquoi ces années-là? Il n'en gardait pas de souvenirs désagréables, à part la mort lente de son grand-père et l'épisode Nadine, l'histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Il y avait eu la rencontre avec Annabelle à la faculté, l'histoire qui n'aurait pas dû durer plus d'1 ou 2 années, s'il s'était fié à son instinct, au lieu de s'en remettre à sa raison. Cette période comportait peu d'événements sur lesquels on pouvait jouer pour le blesser. D'ailleurs, qui lui en voulait?
Il tentait d'apporter une réponse à cette question lorsque deux types habillés de cuir vinrent s'asseoir à ses côtés. L'un des deux posa sa main sur son épaule et lui dit « Alors mon minet, ça te plaît pas cette boisson ?»« Si, répondit le matou en question. « Dis, après avoir siroté ensemble, on pourrait faire un truc plus sympa à trois, » lui dit l'autre en glissant une main sur la cuisse de l'écrivain. Ce dernier sursauta. « Hé, ça te dérange ? Tu serais pas l'un de ces maudits hétérosexuels à qui le gouvernement coupe la gorge ?» En un éclair, Eric comprit qu'il n'était pas tombé dans un endroit habituel. Quel gouvernement coupait la gorge aux membres de la caste à laquelle il appartenait corps et âme? Ces types parlaient un français sans accent. Il se trouvait donc en France, dans un futur où on aurait la nostalgie des années 80, un futur où ses préférences sexuelles étaient à garder sous silence. Non, bien sûr, dit-il en mentant effrontément. Je préfère juste les endroits plus tranquilles. Regarde-les, là, fit le premier en désignant un couple. Ils s'en fichent d'un endroit plus tranquille. On peut le faire où on veut, personne ne viendra nous poser la moindre question. Quand même, je voudrais pas qu'on nous dérange. Je suis plus du genre exclusif, si vous voyez ce que je veux dire. Quand il y en a trop, le travail est bâclé. Vous ne voudriez pas que le travail soit bâclé. Les deux homosexuels se consultèrent du regard. Non, ils ne voulaient pas partager avec d'autres clients du bar. Ils ne voulaient pas faire comme les autres, ceux qui avaient attaché deux pauvres zigotos et qui leur faisaient subir les pires outrages en public. Ok, on va dans les toilettes. Quelle aubaine! Eric se leva et instinctivement plongea ses mains dans ses poches de survêtement. Ses clés de voiture et d'appartement, accompagnées de son porte-monnaie. Poliment, il les laissa passer devant lui. Il serra son argent dans la main droite, le trousseau de clés dans la main gauche. Ils verrouillèrent l'entrée des WC. « Par lequel tu commences ?»« Par toi !» annonça l'écrivain, en voyant valser ses clés dans les dents et le nez du gars trop pressé d'enfiler des perles. Eric lui en resservit une part avec un coup de pied bien placé entre les jambes, pendant qu'il se tenait le visage à deux mains. L'autre, interloqué l'espace de quelques secondes, se décida à réagir. Il voulut se jeter sur l'auteur, celui-ci le reçut avec un coup de poing droit garni de pièces de monnaie. Il n'apprécia pas les euros lourds. Eric l'attrapa par le revers de son cuir et l'envoya dans le sèche-main métallique. Il partit à la renverse, la marque de l'interrupteur profondément incrustée sur son front. Le porte-serviette, assez branlant, fut arraché d'un seul coup et utilisé pour asséner le coup de grâce au premier récupérant de la première attaque. De rage, Eric rajouta des coups purement gratuits à ces deux fiottes qui avaient osé s'imaginer qu'ils allaient pouvoir jouer à saute-mouton ou à saute-bouchon avec lui. Cette perspective le dégoûtait. Cette pratique ne le gênait pas à condition qu'ils le fassent entre eux, mais pas avec lui. Il aimait trop les femmes pour changer d'orientation sexuelle. Il gisait sur le sol. Il y avait des traces de sang un peu partout sur les murs, sur le carrelage. Eric les avait sérieusement estourbis. Ça leur servirait de leçon. La prochaine fois, avant de brancher n'importe quel type, il réfléchirait à deux fois. Maintenant, il fallait trouver une solution pour sortir du guêpier dans lequel il s'était fourré. Tôt ou tard, des clients de ce bar sadomaso iraient vidanger leur litre de bière ou de whisky. Ils trouveraient porte close, la défonceraient, il était habitué à défoncer les portes closes, et le découvriraient en bien mauvaise posture. Il scruta rapidement les lieux. Par chance, il y avait un vasistas, un peu trop haut. Tant pis. Il traîna les deux crétins auprès du mur, sous la fenêtre à bascule. Il leur servirait de marchepied. En deux temps, trois mouvements, il fut dehors, dans une ruelle sordide. Il traversa rapidement et leva les yeux à l'angle de la rue. Deux plaques y figuraient, une ancienne et une nouvelle. Sur la nouvelle, on pouvait lire rue Rimbaud, sur l'ancienne rue Victor Hugo. Les deux indiquaient qu'il se trouvait à Rennes, écrit Rennes R-E-I-N-E sur la nouvelle plaque, au même endroit que sa première incursion dans le passé. Seule la rue avait été débaptisée. Normal. Victor Hugo était connu pour ses frasques avec ses différentes maîtresses. Rimbaud badifolait davantage avec ses amis. Les types avaient dit vrai. Eric évoluait dans une époque où la mixité n'était pas la bienvenue. Il désespérait de rencontrer des femmes dans ce monde où les hommes, qui n'en étaient plus vraiment comme il les concevait, s'envoyaient en l'air entre eux. Il emprunta la rue Rimbaud, Victor Hugo pour lui, et se mit en quête d'informations sur ce futur, comme il l'avait fait la première fois à Rennes. La rue était remplie de véhicules récents, c'est-à-dire de voitures datant des années 2000.
aucun modèle inconnu. Curieux, il était sûrement dans un futur proche. Voyons, les dernières élections présidentielles venaient d'avoir lieu cette année, l'Assemblée nationale avait été renouvelée. Zut, était-ce un coup d'État? Comment était-ce possible un tel bouleversement en aussi peu de temps? Pourquoi ces bagnoles étaient majoritairement peintes en rose fuchsia? À cause de tous ces homosexuels? Probablement. Il ne croisait que ce genre de couple sur les trottoirs de la rue commerçante. Les magasins de vêtements restaient dans le ton de la population. Latex, cuir, chêne, pas trop le choix. Il stoppa net devant un vendeur d'électroménager. Des postes de télévision étaient tous branchés sur le journal télévisé. Il nota la date inscrite en bas de l'écran. 5 octobre 2002. Il ne comprenait pas. Il s'agissait du soir de la journée entamée quelques heures plus tôt avec Marina. Il avait vu Guy 4 jours auparavant. Il ne lui avait pas parlé d'un brusque changement intervenu à Rennes. Quel bazar! Il n'y avait pas que Rennes qui avait viré au rose et au cuir. Vu l'allure du présentateur du journal télévisé de la première chaîne, Eric supposa que la révolution sexuelle avait soufflé sur la France entière. Margarine! S'écria-t-il en soudain reconnaissant l'un des gardes russes d'Arlette dans la crotte de Pardirac. Margarine avait apparemment pris du galon, car le sous-titre indiquait qu'il était ministre de l'Intérieur. Le ministère était installé au Queens, l'ancienne boîte de nuit de Paris où se réunissait la fine fleur des déjantés, folles et autres curiosités de la capitale. Il annonçait que la résistance avait essuyé un sérieux revers la nuit passée, que plusieurs chefs avaient été abattus. Il y avait donc une résistance refusant que des types comme Eric se fassent égorger parce qu'ils refusaient d'enfiler des perles dans les bars sadomaso. Tant mieux. Il fallait trouver le moyen de gagner les rangs de la résistance. Une chose au moins était claire. Il n'était pas dans le passé, pas dans le futur, mais dans le présent. Un autre présent où les hétérosexuels étaient chassés, traqués comme des bêtes. Voilà donc pourquoi la porte franchie avait un aspect différent. Des étoiles au lieu du mercure liquide. Elle l'avait conduit vers un autre monde, un monde parallèle. L'invention de Philippe existait donc toujours. Pire, elle avait été améliorée, et cela compliquait la tâche pour tout remettre d'aplomb. Avec une notable différence cette fois, Eric n'était pas en possession de la fameuse télécommande. La présence de Margarine n'était pas fortuite. Il devait posséder la clé des mondes. Il fallait l'atteindre. Eric trembla à l'idée de l'usage qu'il pourrait en faire. L'ombre paraissait satisfaite. Son plan, quelque peu contrarié par l'échec du raid dans la forêt de Brocéliande, reprenait son cours normal. Eric venait d'arriver dans ce monde et avait rapidement compris qu'il y était en danger. Il se sentirait désormais traqué. Vigor arriva en haletant. Il s'agenouilla devant son maître. « Relève-toi, ordonna ce dernier. Bien. Tu as mené ta mission correctement pour une fois. Tu auras droit à une collection complète de nouveaux vibromasseurs. Oh merci, ô mon maître. C'est mérité. Dis à Margarine qu'il est temps de lâcher ses troupes au basque de mon jouet. Je veux qu'il soit traqué longuement avant d'être arrêté. Pas question de le tuer, hein. Ensuite, qu'il soit incarcéré à Rennes et interrogé de manière musclée. Il sera fait selon vos désirs, mon maître. Vigor se retira rapidement, alors qu'il est bien traîné après avoir investi une place. Le maître possédait le pouvoir suprême. Il était protégé par des forces incommensurables. Il n'était pas question de désobéir une seule seconde. Il risquait de subir de grandes souffrances, voire de perdre la vie. Il ne put voir l'ombre se frotter les mains de plaisir. Le plaisir d'engendrer le mal, la perte des deux êtres qu'elle haïssait le plus. Elle voulait voir la haine naître entre ceux qui s'aimaient d'un amour infini, indestructible, le couple symbole de l'union parfaite entre deux âmes et deux corps. Cette ombre qui ne parvenait pas à atteindre l'amour avait choisi la haine en pactisant avec Satan en personne. La haine enflamma son regard noir et effroyable. Eric déambulait sur une avenue lorsqu'il croisa enfin deux femmes. Elles avaient l'air normales. C'était une grande brune aux cheveux longs accompagnée d'une métisse décolorée en blonde. « Bonsoir, mesdames, fit-il avec politesse. « Bonsoir. Je suis vraiment étonné de ne pas avoir rencontré de femmes avant vous. L'une de vous pourrait-elle m'expliquer ? Quoi ? Vous ne savez pas que vous entrez dans la zone féminine ici ?
Ah bon? Vous n'êtes pas de là? Non, précisément. Ah, eh bien écoutez, cette zone va de l'avenue de la Chatte-Rousse à la rue du Mont-de-Vénus. À l'est, c'est délimité par la place Sainte-Nitouche. Et la limite ouest commence ici, au 69 avenue Navratilova. D'accord. Est-ce que les femmes aiment les hommes dans ce ghetto? Ghetto. Quoi? Crièrent-elles de concert? De concert. Tu es un de ces maudits résistants de la foule, mais je te reconnais, tu es Eric Vincent, l'un des leaders. À ces mots, la plus brune des deux plongea la main dans son sac. Ne faisant ni une, ni deux, ni trois, etc., le pseudo-leader détala comme un chaud lapin, sans demander son reste, sans chercher à savoir quelle braguette magique allait sortir cette folle furieuse. Deux homosexuels, c'était bien sa veine. Une détonation propulsa un dangereux projectile frôlant ses oreilles. Elle lui tirait dessus, cette malade, parce qu'il aimait les femmes. Mais quel monde de dingue! Il courait comme Ben Johnson au temps de sa plus grande forme, avec la ferme intention de gagner 10 mètres ou 100 mètres sur ses poursuivantes. Comble de malchance, aucune rue ne traversait l'avenue empruntée. Il a été réduit à zigzaguer entre les véhicules en stationnement pour ne pas prendre un pruneau dans le dos. Ah! Enfin un axe transversal. Il fonça sans prendre la précaution de vérifier l'arrivée d'un véhicule. Et que croyez-vous qu'il arriva? Il prit une balle dans le bras gauche. Une douleur terrible. Si, ça fait mal. Moi, où on joue au tennis, j'ai pris une balle dans la gorge et une dans les parties, alors dans le bras. Malgré la blessure, il poursuivit sa course effrénée. Elle voulait sa mort et elle le poursuivait comme deux chiennes de chasse tant qu'elle ne l'aurait pas farci de projectiles. Le sang coulait abondamment. La balle avait heurté l'os juste en dessous du coude, dans l'avant-bras. Il y avait pire comme blessure. La situation, malgré l'impact inattendu, s'améliorait. Il les avait distancés. Il n'avait jamais couru aussi vite de sa vie, bien qu'il ne soit pas doué pour l'athlétisme. Haletant, suant, écumant, bavant, fourbu, il s'engagea dans une rue peu éclairée. Margarine s'approcha de la console de radio. Il établit la communication avec l'escadrille du Ku-Klux-Klan. Le capitaine répondit aussitôt. « Nous sommes prêts. Lancez vos troupes. Prenez-le vivant. » Reçu 5 sur 5. En avant, ordonna l'officier. Des éclairs de lumière l'aveuglèrent. Des batteries de projecteurs éblouissants lui faisaient face. Sa course était stoppée en plein élan. Il reconnut parfaitement le cliquetis de fusils qu'on arme. Des dizaines de cliquetis, des dizaines d'ombres lui faisant face, le menaçant. Il était pris au piège. Derrière lui, Eric entendit des voix de femmes hurlant. « Il est là, ce salaud, on va le buter !» Tout était fini. Il allait mourir. Il ferma les yeux. Ces dernières pensées allèrent au plus beau moment de sa vie, à ses enfants, à ses parents, à Arlette, à Marina, à ses amis. La fusillade éclata. Il se coucha par pur réflexe, espérant, par ce geste, prolonger son existence de quelques secondes. Il perçut une nuée de balles vrombissant au-dessus de ses oreilles. Le bruit cessa aussitôt. À part la douleur lancinante dans son bras, il ne ressentait rien d'autre. Il tourna la tête. À 50 mètres de là, deux corps gisaient sur le bitume. Ses deux poursuivantes. « Emparez-vous de lui !» cria un milicien. Des mains l'arrachèrent du sol. La douleur le transperça et il hurla. On le voulait vivant, mais pas forcément en bonne santé, frais comme un gardon. Il fut traîné de force dans un fourgon cellulaire. Là, deux types casqués à la mode des CRS l'enchaînèrent à la paroi du camion. Pieds et poings entravés. « Intervention terminée !» brailla le capitaine. « Infirmier, examinez la blessure du prisonnier. » Un milicien au brassard blanc et avec une croix rose entra, lui retourna le bras et l'inspecta rapidement. Il sortit une bande, déchira le sweatshirt. Il trempa la bande dans un liquide à l'odeur entêtante. Il banda rapidement et serra. Il mit du sparadrap pour tenir le tout. Dommage. Les clivains auraient préféré une épingle à nourrice, fort utile pour bricoler des menottes. Blessure superficielle, on vous repérera plus tard, il n'y a aucun risque. Il prit une seringue, la remplit d'un produit et piqua auprès de la plaie. Un antibiotique, vraisemblablement. Avec un sédatif aussi, car, irrésistiblement, Eric sentit sa conscience l'abandonner. Intérieurement, dans un dernier instant de lucidité, il pria le ciel pour ne pas s'être trompé, pour être dans une nouvelle dimension. Il ne supporterait pas de perdre Marina une seconde fois. Eric tenait une sacrée gueule de bois.
les effets secondaires des produits médicamenteux à n'en point douter. Sa cellule était grise, sale, humide. Un vrai stéréotype de ce genre d'endroit, un cauchemar. Il aurait voulu posséder un magnétoscope, une télévision et un bon de Funès pour apporter un peu de gaieté dans cet univers sordide. Pas besoin de se demander où il se trouvait, les barreaux à la fenêtre ne laissaient pas le moindre doute à ce sujet. L'obscurité dans laquelle il baignait cessa brusquement. Un pan entier de la pièce s'alluma. Une télévision géante. Super! On allait peut-être lui passer son film comique après tout. Sympa la tôle? C'était conclure un peu vite. Le film commença. Point de grande vadrouille ou de petit baigneur avec Louis de Funès, mais plutôt la grande farfouille ou le petit baiser avec Louis le Funeste, le pourfendeur d'hémorroïdes. Zut! Ils allaient lui passer des films X d'un genre qui ne lui pesait pas du tout. Ils ambitionnaient de faire de lui un homme normal selon leurs critères, c'est-à-dire un enfonceur de porte fermée, un pourfendeur de bestiaux monumentaux et un docile compagnon pour grosse brute épaisse. Il tourna le dos au film et se boucha les oreilles. Aussitôt, la suite du film se déroula sur l'autre pan, juste en face de lui. Le volume sonore triplé. Il ferma les yeux. En réponse, il reçut une décharge électrique dans les pieds. Ah oui! Ils avaient trouvé le moyen de le forcer. Il eut l'idée de grimper sur le lit, se mettant hors d'atteinte du plancher électrifié. Peine perdue. Des arcs électriques traversèrent la pièce et le frappèrent de plein fouet. Le choc le projeta au sol, et son corps fut agité de convulsions. Ces cabrioles provoquées réveillèrent la blessure causée au bras. La balle avait disparu, mais la cicatrice était trop fraîche et très sensible. Leur méthode d'enfoiré le condamnait à regarder leurs satanés films, où des mecs jouaient au petit train, locomotives et wagons compris. Oh, quelle distraction! Avait-il l'intention de le convertir en diffusion ses âneries? Si c'était le cas, il leur souhaitait bien du courage. Il lui suffirait de penser à Arlette, dont il avait eu la virginité, en souvenir au moins, ou à sa dernière nuit avec Marina pour contrer leurs vaines tentatives. Il était forcé de subir leur programme, soit, mais il ne l'empêcherait pas d'entendre au lieu d'écouter. Il s'installa donc confortablement sur son lit, dos au mur, prêt à leur prouver qu'ils échoueraient. L'ombre espionnait derrière la porte d'acier, par une trappe amovible. Elle se régalait. Eric allait être reconverti en homosexuel puis en grande folle, à grand renfort d'hormones féminines de synthèse. Tôt ou tard, les résistants apprendraient son existence. Ils essaieraient de le libérer. Ils y parviendraient, bien entendu. Tout serait fait pour qu'ils y parviennent. Ensuite, Arlette découvrirait un double de son compagnon, doublé d'un traître. Elle finirait par l'abattre, ou il finirait par la trahir. En tous les cas, ils se détesteraient mutuellement, sexuellement. Quelle victoire! L'anéantissement serait total. Le mystérieux être demanda un compte-rendu détaillé sur la conversion au responsable du programme. Ce dernier répondit qu'il était trop tôt pour juger des premiers effets. Eric se contentait pour l'instant de regarder les programmes éducatifs, ayant compris qu'il n'avait pas le choix. Les premiers résultats significatifs viendraient lorsque, étant trop sevré, il commencerait par être excité à la vue des corps d'hommes se mêlant intimement. Après ça, il faudrait passer aux travaux pratiques. On entamait ces exercices premièrement avec des transsexuels, puis avec des hommes normaux. Enfin, l'ultime étape consistait à en faire une grande folle totalement efféminée, épilée des bras aux pieds, gavée d'hormones féminines. La cerise sur le gâteau était d'en faire un véritable transsexuel, ce qui briserait complètement Arlette. Perdre Eric une seconde fois serait au-dessus de ses forces. L'avoir perdu au combat, avec un souvenir, une image intacte de lui, en héros, en martyr, c'était presque supportable. Non, là, c'était bien plus vicieux. Elle devait le perdre complètement, être déçue par lui. Il devait descendre du socle de la statue héroïque qu'il s'était forgé au combat. L'ombre savait parfaitement qu'Éric était mort. La résistance le savait, mais pas le peuple français. Jusqu'au dernier moment, il fallait garder secret la mort du Éric de ce monde, afin de donner plus de poids à son plan ignoble. Dévoiler la véritable nature de ce faux héros, le faire passer pour un traître et décrédibiliser la résistance entière. Est-il résistant au traitement? Difficile à dire, il est passif. Cette passivité peut durer une quinzaine de jours. C'est trop.
passer les films jour et nuit. Ça peut le briser. Je veux qu'il soit brisé. Augmentez les doses d'hormones. Bien, maître. L'ombre se retira. Le geôlier déverrouilla la porte et entra dans la cellule, une seringue à la main. Il activa manuellement la décharge électrique. Eric tomba sur sa couchette et perdit conscience. Arlette dormait profondément. Pourtant, dans son sommeil, elle sentait une main posée sur son épaule. Était-ce Eric, revenu du royaume éternel pour lui donner de douces heures de bonheur? Elle ouvrit les yeux. Quelqu'un était penché sur elle. « Maman ? Antoine ? Maman, réveille-toi, j'ai des informations à te communiquer. » Il était près de 5 heures du matin. Qu'est-ce qui lui valait un pareil traitement? Une nouvelle attaque? En ce moment, les pièges tendus par l'ennemi devenaient de plus en plus efficaces, de plus en plus précis. L'ennemi marquait des points. Eric n'était plus là. Qu'il ne bénéficiait plus de ses prémonitions fort utiles. Antoine se rattrapa en lui tendant un bol de café noir brûlant. Du café dès 5 heures du matin? L'information devait valoir son poids en or. Yann, Nadine et Charlotte étaient de la partie. Sa fille avait une petite mine, elle avait dû travailler toute la nuit. Une tâche ingrate, très difficile à mener. L'état-major attendait qu'Arlette ait fini son café pour voir les idées claires. Ce préalable était indispensable. Sans son café matinal, elle aurait été incapable de bien entamer sa journée. Pire même, elle aurait pu commettre des erreurs qu'elle n'aurait pas commises en temps ordinaire, avec une bonne dose de breuvage noir. Elle aurait fait les pires bêtises, comme par exemple mettre un slip, un pyjama et des chaussettes la nuit, ou alors comme écouter un disque de Georgette Lemaire, comme monter avec un homme sur un âne, plutôt que de monter sur un homme monté comme un âne, comme s'asseoir à côté de n'importe qui dans les bus. Que des bêtises. Une fois le bol avalé, l'œil eut l'étincelle magique, indiquant que son corps adoptait un régime de croisière pour la journée. Et quel corps! Elle descendit de sa couchette, passa derrière un paravent, enleva sa tenue de gros lapin rose, on peut fantasmer quoi, sous laquelle elle gardait secrètement sa somptueuse guêpière d'un blanc virginal. On peut toujours fantasmer, non? Qu'est-ce que je préfère, le lapin rose ou la guêpière blanche, hein? La réponse n'est pas si facile à trouver. Elle fit un brin de toilette, se sécha et enfila sa tenue de combat. Un string couleur camouflage. Des rangers à talons aiguilles. Non, là je délire. Alors, quelles sont ces informations? Antoine prit la parole. J'ai eu un informateur. D'après lui, il y aurait un prisonnier spécial dans la maison d'arrêt de Rennes. Un prisonnier spécial? Qui? Il est tenu au secret, confiné dans un quartier isolé. Qu'a-t-il de spécial, ce prisonnier? Ce ne peut être qu'un résistant très important, ce qui lui vaut un isolement. Les prisonniers importants sont généralement détenus dans les prisons parisiennes. C'est vrai, intervint Yann. Cela tient pas debout, tu devrais vérifier. C'est en cours. J'ai une petite idée pour ça. S'il s'avère que c'est vraiment un personnage important, que fait-on? On le récupère, dit Yann. J'aime pas beaucoup ça, coupa Arlette. Ça ressemble à un piège. Encore un de plus. En ce moment, nous ne cessons pas de tomber dans des embuscades. Ce prisonnier si important ne devrait pas être incarcéré à Rennes, sauf si on voulait qu'il serve d'appât. On lui fait jouer le rôle de la chèvre. Je n'aime pas ça. Je te comprends, maman. Tu es traumatisée par la mort d'Eric. Seulement, le combat continue. Eric aurait dit la même chose. Il ne faut pas stopper. Je vais vérifier l'identité de ce dignitaire de la résistance. Tu me connais. Je suis le roi de l'observation. Même si je dois me poster en face avec une lunette astronomique pendant des jours. D'accord, vérifie tes informations. Arlette s'assit sur le bord de sa couchette. Charlotte, en peignoir, vint à ses côtés. Elle la réconforta, sentant parfaitement le désarroi sans parent de sa mère. Eric n'était plus là. Son amour et sa force lui manquaient. Le gars trottinait gentiment dans le bois, en tenue rose fluo. Il faisait son jogging matinal avant d'aller au travail. Un bien triste travail aux yeux de la résistance. Un travail fort agréable à ses yeux. Il était technicien de rééducation. Son travail consistait à rééduquer les résistants pour en faire de parfaits homosexuels. Il adorait particulièrement déflorer les reconvertis, jouissant intensément à chaque fois. C'était si amusant de s'occuper de ces originaux, ces déviationnistes conçus bien souvent in utero, à l'ancienne manière. Quelle horreur! L'idée de s'introduire dans le vagin d'une femme l'horrifiait. C'était à vomir, mon Dieu! Les femmes s'occupaient désormais entre elles, et c'était tant mieux. Il arriva exténué à sa voiture.
Il prit appui sur le toit du véhicule pour retrouver son souffle. C'est à ce moment-là qu'il entendit « À l'assaut! Attrapez-le » 4 hommes s'élancèrent dans sa direction, sortant du bois tels des diables en boîte. Super! 4 hommes pour lui! Hélas! 3 fois hélas! Ils arboraient l'emblème de la Foune. Ils ne venaient pas s'occuper de sa rondelle large comme un boulevard. Ils voulaient le tuer. Non, plutôt l'enlever, pour le torturer. Instinctivement, il plongea la main à l'intérieur de sa voiture et en retira un objet long et lisse. Un perforateur instantané. « Empêchez-le de se suicider » hurla l'un des commandos. Le technicien abaissa sa culotte et tenta de se fourrer l'objet dans le trou de balle. Il possédait l'arme réglementaire du gouvernement, un vibromasseur airbag. Si un homosexuel était pris, enfin capturé, par un membre de la résistance, à ne pas confondre avec un membre résistant, il devait se suicider en s'enfonçant l'arme dans les fesses et la déclencher. La taille de l'engin, fort respectable avec ses 5 cm de diamètre et ses 40 cm de long, passait instantanément à 2,50 m de long sur 1 m de diamètre. Il prenait son pied une dernière fois, un super pied radical. Il s'éclatait la rondelle, dans tous les sens du terme. Un gaillard lui bloqua le bras avant qu'il ne puisse s'adonner à l'ultime vice. L'engin se déclencha au dehors, entre les jambes, lui écrabouillant les boules au passage. Il le ligotait rapidement, ce qui lui fit oublier la douleur, car il adorait être entravé. Malheureusement, il allait être interrogé, et ces maudits résistants trouveraient le moyen de le faire parler. Eric s'était réveillé avec une drôle de sensation. Bien qu'il soit au régime sec dans sa geôle, il prenait du poids. Enfin non, des formes. Ses hanches étaient de plus en plus dessinées, et sa poitrine flirtait avec le bonnet B. Quelle horreur! Il le transformait. Quant à sa drôle de sensation, c'était une monstrueuse érection apparue en voyant les habituels films X d'un genre particulier. Il ne savait plus quoi faire pour échapper à cette mutation. Il avait beau penser à toutes les plus belles femmes du monde, il sentait qu'il brisait sa résistance petit à petit. Comme la poitrine et les hanches étaient constituées de tissus adipeux chez la femme, il entama des exercices physiques destinés à les faire fondre. Ainsi, il retarderait l'échéance fatale. Combien de temps résisterait-il? Il l'ignorait. Des bruits filtrèrent à travers la porte. L'infirmier allait revenir. Ses nombreuses traces de piqûres indiquaient qu'il y en aurait d'autres. Le type était assis dans la pièce close. Arlette faisait les 100 pas devant lui. Il fallait qu'il parle. Pour l'instant, l'interrogatoire faisait chou blanc. Cette fiotte était une dure à cuire. Arlette se pencha vers lui. « Pour la dernière fois, qui est le prisonnier spécial que vous détenez à la prison? Vous ne saurez pas. J'ai été entraîné à résister à la torture. » « C'est ce qui va t'arriver, force de te taire. Ce sera bien pire que ton perforateur instantané. Bien pire. Je m'en fiche. J'avais 5 ans quand je me suis fait faire mon premier piercing. Et 13 seulement pour mon dépucelage réalisé par 2 gros balaises. Alors tes menaces, hein, tu peux te les carrer où je pense. » « Je sais où tu penses, mon gros cochon. Même pas en rêve, crétin. Par contre, nos méthodes de torture sont nouvelles. Je ne pense pas que tu aies véritablement idée de ce qui va t'arriver. » Arlette se releva et frappa à la porte. Un garde la déverrouilla. Le prisonnier en profita pour se ruer dehors, bousculant le chef de la résistance. Cette dernière l'envoya valser au fond de la pièce en lui plaçant un coup de pied violent dans les valseuses. Il hurla de douleur. « Que ça te serve de leçon. Tes parties vont être mises à rude épreuve. » Elle claqua la porte de rage. Il fallait cette information. Un personnage important croupissait à l'ombre. Il fallait le sortir de là. Elle s'arrêta de marcher et releva la tête. « À toi de jouer, Charlotte, dit-elle à sa fille. » La jeune femme acquiesça. À son tour, elle entra dans la cellule. « Alors, mon mignon, tu as mal? Oh, mon pauvre chou, viens me voir, je vais soigner tes douleurs. »« Ah bon? Oui, je vais te faire un petit massage. »« Un massage? Oui, dit-elle. Avant, il faut que je mette ma tenue de travail. » Elle retira son peignoir bleu. Elle dévoila des dentelles blanches, des échancrures, un décolleté vertigineux. Le prisonnier poussa un hurlement. Il se réfugia dans un angle de la pièce. Il tremblait comme une feuille. Elle se jeta sur lui comme une tigresse en furie. Il tenta de se débattre. En vain. Elle lui avait collé la tête entre les seins. Il n'avait pas le choix. Soit il respirait son odeur de pêche dorée, soit il mourait étouffé, écrasé, entre ces 2 magnifiques obus de beau calibre. Elle lui défit le pantalon et sortit un bout de tuyauterie très molle. Il criait comme un pourceau qu'on égorge.
Oh, c'est tout l'effet que je te fais, vilain garnement. Ce n'est pas gentil, hein. Je plais aux garçons d'habitude, à tous les garçons, même les timides comme toi. Oh, c'est ça, je t'intimide. Eh ben, je vais prendre les choses en main. À ces mots, elle prit le petit oiseau du gars et se mit à l'astiquer joyeusement. Non, 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 criait-il à tue-tête. Mais si, tu vas voir, ça va venir. Tu vas devenir un véritable homme. Voyant que son cobaye résistait à l'entreprise de bétonnage, elle décida d'employer tous les arguments buccaux dont la nature l'avait doté. Le béton était trop sec, il fallait rajouter un peu d'humidité. Un tour de main et elle obtiendrait un pilier de soutènement. Lui, au début, avec son petit oiseau entre les dents de cette tigresse, se prit pour Titi dans la bouche de Gros Minet. Pas vraiment heureux d'être là. Cela s'améliora peu à peu. Petit à petit, l'oiseau fit son nid. Eh bien, tu vois, mon chou, annonça-t-elle fièrement, au bout de quelques allers et retours. On se fait à tout. Le type chialait parce qu'il avait une érection avec une belle plante, alors qu'il était habitué à la voir comme un piquet en présence de jeunes freluquets. La première fois de sa vie. C'était sans compter sur l'expérience de Charlotte dans le domaine de la rééducation. Elle coucha le malheureux, à moins que ce soit le mal heureux, sur le dos et lui fit humer son parfum intime. Elle observa la réaction. Positive. Il était en train de se doper, comme les cyclistes, à l'EPO, enivrant parfum onirique. Charlotte fut très satisfaite de ses progrès. Elle le questionna de nouveau. Maintenant que tu es devenu un gentil garçon, bien poli avec les jeunes femmes, tu vas me dire qui est dans la prison. Non, jamais, jamais. Non, 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 hurla-t-il. Était-ce le refus de révéler l'identité du prisonnier ou la crainte d'en avoir davantage? Bon, comme tu voudras. Allez, en route. Je vais faire un peu de chevauchée fantastique. Tu as vu le film avec John Wayne, non? Eh ben, ce n'est pas du tout comme je vais faire. Joignant le geste à la parole, elle vint dépuceler le technicien en lui offrant son intimité surchauffée et abondamment lubrifiée. Une caractéristique génétique bien connue dans la famille. L'autre craqua complètement. Il cria, hurla, comme s'il subissait la plus infamante des infamies. Pas ça, pitié, pitié. Tu avoues. Oui, 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 le prisonnier, c'est Éric Vincent. Qui? Éric Vincent, je vous en prie, arrêtez, arrêtez, supplia-t-il en pleurant à grosses larmes. Il fallait préciser tout de même que Charlotte avait brûlé les étapes, traumatisant l'enflure pour de bon. D'ordinaire, elle faisait preuve de patience et changeait au moins une quinzaine de fois de tenue affriolante pendant le stage de reconversion. Les résistants de la foudre regrettaient parfois de ne pas être des fiottes pour avoir le plaisir d'être éduqués. Charlotte abandonna sa victime à son triste sort. Elle en sourit quitte pour vider ses yeux de toutes ses larmes. Elle alla à la rencontre de sa mère après s'être habillée. « Maman? Oui? Il a avoué. Qui est-ce? Je comprends pas, il ment. Qui est-ce? Eric. Quoi? Tu es sûr que... Mais il ment, c'est évident. Pourtant j'ai été au bout de la torture. Mais il ne peut mentir. C'est juste, admit Arlette. Elle se dirigea, accompagnée de sa fille, vers la cellule. Elle sortit son pistolet mitrailleur. Le technicien, en les voyant entrer, crut qu'elle venait le libérer, échangeant ses informations contre sa liberté. Il n'en fut rien. Arlette alla droit sur lui, arma son pistolet et le pointa sur la tête du prisonnier. Tu vas me redire calmement ce que tu viens d'avouer à Charlotte. J'en ai rien à faire, vous pouvez me flinguer. Tu parles ou je recommence à t'expliquer le principe du moteur à explosion avec le piston qui monte et qui descend, dit Charlotte. Non, 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 ok. Le prisonnier, c'est Éric Vincent. C'est impossible. Je vous jure, je l'ai vu. Il ressemble à cette personne, demanda Arlette en exhibant une photographie de son amour perdu à jamais. Oui, c'est lui, c'est exactement lui. Tu mens, dit Arlette. Mais non, je vous jure. Tu mens, ajouta Charlotte. Attention, je vais rejouer du pipeau. Non, c'est lui. C'est impossible, coupa Arlette. Il est mort. Quoi? Mort et brûlé. Mais non, je l'ai vu, ils l'ont arrêté il y a une quinzaine de jours. Il a été blessé, il a reçu une balle dans le bras gauche. Ils sont en train de le rééduquer pour en faire un homme comme moi. Maman, comment est-ce possible? Ne te laisse pas avoir, Charlotte. Cette histoire sent le piège depuis le début. On dirait une nouvelle issue de l'esprit détraqué d'un écrivain en mal d'affection. Ce prisonnier ne peut être qu'un imposteur. À moins que... Dis-moi, as-tu vu le prisonnier torse nu? Oui, il est entièrement nu dans sa cellule. Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans son dos? Demanda Arlette, prise d'un doute soudainement. Eric avait été opéré d'un grain de beauté dans le dos.
Un magnifique spécimen de papillome. Pas Philippe. Et si Philippe n'était pas mort, comme on l'avait supposé? Arlette se souvenait pourquoi Eric avait dû subir cette ablation. Il était entré de front avec 2 camarades dans la cantine du lycée, passant par une porte standard de 70 cm de large. Il avait dû se résoudre à passer de côté, arrachant le grain de beauté et ornant sa chemisette bleu ciel d'une splendide tache de sang. Tout cela pour arriver le premier à table. Je l'ai bien vu. Il avait une cicatrice sur le haut de la colonne vertébrale, entre les omoplates. Une cicatrice en forme de croix de Lorraine. Incroyable. Le dos était celui d'Eric, pas celui de Philippe. Elle sortit précipitamment et fonça aux toilettes, prise de fortes nausées. On voulait la torturer, la faire souffrir, en lui laissant croire qu'il était vivant. Mais qui pouvait être suffisamment cruel pour la faire souffrir de la sorte? Elle sanglota en pensant à son bien-aimé disparu. La nouvelle avait fait le tour du quartier général. Malgré ses appels au calme, Arlette ne parvenait pas à raisonner la foule de résistants réclamant, à juste titre, une opération spéciale pour libérer un homme prisonnier, l'un des leurs. Il s'agissait peut-être d'un triplé inconnu jusqu'à ce jour, ou d'un clone. Pourtant, personne au monde n'était supposé posséder la technologie du clonage. Elle s'appliquait aux grenouilles, aux veaux, pas aux humains. Qui était véritablement cet Éric Vincent soumis au processus de conversion? Pour le savoir, il n'y avait qu'une seule solution, celle préconisée par Yann. Une intervention dans les plus brefs délais, intervention que réprouvait Arlette. Éric était mort, et la logique voulait donc que l'autre ne soit qu'une copie de l'original. Devant la vindicte populaire, Arlette fut obligée de se soumettre. Elle aimait bien se soumettre. La majorité l'emportait, l'option libératoire dominait. Elle dut s'incliner, en avant de préférence car elle aimait vraiment être dominée. Yann obtint les renseignements qu'il voulut, la cellule précise où se trouvait le prisonnier. Elle était près de la rue. En lançant des grappins tirés par un camion spécial développement 800 chevaux, les barreaux et les murs se briseraient en un éclair. Antoine exploita aussi les informations. Il savait comment utiliser le satellite d'observation Hubble, comment le pirater. Seul dans un coin, il se connecta sur l'ordinateur principal de la NASA. Cela ne le demandera pas plus de quelques minutes. Un jeu d'enfant pour une personne dont le passe-temps consistait à casser des défenses informatiques. L'observation, l'espionnage, c'était devenu cela. 10% d'action sur le terrain, 30% de fouilles de poubelles, on trouve des tas de documents précieux au fond des poubelles, 60% de promenades dans les systèmes informatiques. Il entra dans le module de commande du télescope spatial. Cet engin possédait une optique suffisamment puissante pour aller explorer le fin fond de l'univers. Il pouvait voir le trou de balle d'un extraterrestre sur Mars. Il devait donc pouvoir repérer avec ses senseurs thermiques un homme dans sa cellule. Il manœuvra. Dans l'espace, le télescope visa la Terre en se retournant complètement. Il disposait d'une fenêtre de 4 minutes pour agir. Le temps était parfaitement clair au-dessus de la Bretagne. C'est de la science-fiction. À présent, il lui fallait un peu de chance. Il entra les coordonnées, latitude, longitude, précises à la seconde près de la cellule où se trouvait Eric. Derrière lui, Yann, Nadine, Arlette, Charlotte et quelques autres s'étaient massés. Dans le sens d'amasser, hein, pas se masser, parce que c'était pas vraiment le moment de se faire des massages, aussi agréable que cela soit. Une image thermique apparut. Il y avait bien un être vivant dans cette pièce. La forme était humaine. Mais les traits n'étaient pas reconnaissables. Même le programme d'analyse morphologique serait incapable de recréer un visage sur l'écran à partir de ces observations. « Allez, fit Antoine à voix basse, fais un petit effort. L'angle est super. Pointe-toi à la fenêtre que je te capte. » Il ne restait plus qu'une minute. Hubble s'éloignait. L'angle d'observation se détériorait. La forme se mit en mouvement. « Oui !» s'exclama Antoine triomphalement. Le visage resta à la fenêtre une seconde. Puis l'homme fut violemment projeté en arrière et gicota frénétiquement sur le sol. D'ores et déjà, ils avaient appris, grâce au talent d'Antoine, 2 informations essentielles. Le prisonnier endurait des tortures à l'électricité, et son visage n'était pas celui d'un inconnu. L'image était assez nette sur l'écran d'ordinateur pour ne laisser aucun doute. C'était Eric. Aussi absurde que cela puisse paraître. Arlette avait pleuré à chaudes larmes. Yann grimpa silencieusement.
il valait mieux. Agir en fin d'après-midi, en plein jour, était en soi une hérésie. Seulement c'était trop tentant. Eric entendit des cliquetis métalliques auprès de sa fenêtre. Il s'approcha tout en gardant un œil distrait sur les images projetées sur le mur, histoire de ne pas se faire électrocuter. Il vit un homme agrippant les barreaux. Il le reconnut immédiatement. « Yann ? Eric, je suis rudement content de te voir. On va te sortir de là, le temps de fixer ces grappins. » Il allait être libéré. Il tenta d'apporter son aide, mais le regard détourné une brève seconde des films éducatifs lui valut un rappel à l'ordre à base de secousses douloureuses. Il devrait pourtant bien décrocher une seconde ou deux pour s'échapper de la cellule. Yann se rendit compte du problème. Eric le vit à la moue qui agita son visage. Visiblement, il n'avait pas pensé à ce problème. La sirène de l'établissement pénitentiaire se déclencha. Des coups de feu claquèrent. Yann redescendit à toute vitesse et hurla « Démarre !» Les barreaux et la moitié du mur partirent en morceaux. Les gravats atterrirent au pied de Yann en contrebas. Eric se pencha en avant. Il était en bas. Il y avait un énorme camion manœuvrant pour se mettre en position de départ. Son conducteur apparut. Nadine Auger, sa petite amie de Terminal A5. Mais que faisait-elle là? Elle faisait partie de la Résistance. Incroyable. Dans ce monde, les gens ne remplissaient pas le même rôle que dans son univers. À ce propos, il ignorait complètement ce qu'elle était devenue dans son monde. Ses dernières nouvelles à son sujet n'étaient pas toutes fraîches. Il était en licence, elle entrait en première année de doc de biologie. Depuis, plus rien. Eric était sorti avec Annabelle, il n'avait pas revu Nadine. À vrai dire, cela ne lui manquait pas. Les 2 mois, entrecoupés de 15 jours de battement, où ils étaient sortis ensemble, s'étaient avérés n'être qu'une complète erreur. 13 février 1983, 25 avril 1983. À l'époque, il était complètement fou de cette petite brune aux yeux noirs et au teint mat. Elle avait de somptueux cheveux noirs, brillants, et un regard mi-moqueur, mi-vulgaire, qui ne manquait pas de piquant. Le seul hic, c'est qu'elle avait accepté de sortir avec lui parce qu'elle ne savait pas comment dire non. Elle était trop jeune et très impressionnée par les excès de romantisme du futur écrivain. Depuis, il avait évité les éternelles trouillardes face à la vie. Nadine, quand même, il ne s'attendait pas à une pareille surprise. « Descends !» cria Yann. Il reçut une rafale au même instant. Elle ne lui laissa pas l'ombre d'une chance. C'était trop tard. Eric attrapa la corde lorsqu'il entendit une voix lui ordonner « Laisse ça! Recule ou je te flingue !» Un garde était entré. Trop tard pour fuir. Il leva les mains, assez pour que ses libérateurs comprennent qu'ils avaient échoué. L'opération prenait fin. Nadine démarra en trombe, abandonnant la dépouille de Yann. Nadine était inconsolable. Elle se sentait responsable de la mort de Yann. Elle n'avait pas réussi à le convaincre d'endosser un gilet pare-balles. Trop contraignant pour grimper à la corde, avait-il lancé en rigolant. Elle se reprochait de ne pas l'avoir assez tempéré pour lui donner le temps d'élaborer un plan dans la route. À présent, Eric se regardait avec une extrême vigilance. Elle voulut partir. Les autres la retinrent de commettre un geste qu'elle regretterait sûrement. Elle le remercia. Elle voulait seulement s'isoler, pleurer Yann sans que les autres la voient. Elle ne voulait pas de leur pitié. Avant de partir, elle vint s'asseoir auprès d'Arlette. « Je suis désolé pour lui, » lui dit la responsable des résistants. « Il m'arrive ce qui t'est arrivé, ce qui nous arrivera à tous. Non, on y arrivera un jour à remporter la victoire finale. Toutes les fiottes iront se faire voir ailleurs, Vigor et Margarine en tête. » Nadine sourit un peu, mais le cœur n'y était pas. « Tu sais, dit-elle, c'était vraiment Eric à la prison. »« Ah bon ? Oui, je sais pas comment. C'est lui, hein. C'était si troublant de le voir vivant. J'imagine. Oh oui, j'imagine que j'aurais ressenti ce trouble si j'avais été là. » Arlette se perdit dans ses pensées. Eric, son amour. L'homme aux 1000 tours de magie, si bavard, si prolixe en mots tendres, parfois si silencieux lorsqu'il était submergé par l'émotion. Alors il devenait un autre, un petit enfant perdu, sans repère, tellement attendrissant et tellement désarmant. Elle préférait lorsqu'il usait et abusait de l'humour. Dans ces moments, elle le sentait fort, sûr de lui. La machine était en route, rien ne pouvait la stopper. Par contre, dans ces moments de silence, elle le sentait faible, sans défense, paralysé. Il changeait complètement.
Il s'échappait de son univers, devenant soudainement sérieux. Mis à part au combat, elle détestait le voir réagir avec sérieux. Avec lui, sérieux rimait toujours avec gravité. Il l'avait tellement habitué à plaisanter de tout. En fait, il fonctionnait intensément au moral. Un rien suffisait pour l'abattre, un rien suffisait pour le galvaniser. Il était ainsi fait, fragile et fort en même temps, comme quand il lui faisait l'amour. Comment était l'autre, le prisonnier, le faux Eric? Nadine était partie depuis longtemps, la pauvre. Elle était bien jeune pour endurer de telles épreuves. Personne n'était entraîné à endurer la mort des amis, des proches au combat. Cette saleté de guerre durait depuis 5 ans, presque autant que la Seconde Guerre mondiale. C'était une guerre vicieuse, d'un genre nouveau. Il y avait eu des guerres ethniques, politiques, territoriales, idéologiques, religieuses. Il vivait la première guerre sexuelle. Chacun était persuadé de détenir la clé pour le meilleur des mondes. Chacun se battait avec les mêmes armes, des méthodes identiques, des méthodes de reconversion. Elle pensa à l'autre. Qui était-il? Un imposteur? Un triplé? Peut-être un danger, peut-être en danger. Elle se dit qu'il fallait le libérer. C'était l'unique moyen de savoir qui il était. Après tout, il ne pouvait pas lui faire du mal, si ce n'était au cœur s'il s'avérait décevant, ou si son cœur était pris par une autre. Elle convoqua son état-major et en premier lieu son spécialiste de l'observation, Antoine. La forme n'ignorait pas que l'attaque de la prison de Rennes avait bouleversé ses plans. Cet imbécile de Delaunay, par sa tentative mal préparée ayant tourné au vinaigre, s'était attiré l'intérêt et la sympathie des médias. Une contre-attaque rapide s'imposait. Tant pis pour la conversion d'Eric. De toutes les façons, malgré les doses éléphantesques d'hormones féminines administrées chaque jour, malgré une transformation physique manifeste, il résistait de manière étonnante au processus de fiotisation. On avait tenté de force une initiation à l'aide de 3 techniciens. Eric les avait massacrés avec une rare délectation. Plus on essayait de le convertir, moins cela marchait. Restait une possibilité moins satisfaisante, moins raffinée, mais de bonne guerre. Un procès. Eric devait être jugé et condamné pour haute trahison envers l'État. Un procès équitable où la seule sentence envisageable serait la mort. Une deuxième mort aurait raison d'Arlette. Sa santé mentale vacillerait. Quelle joie! Le procès ne réclamait qu'un juge sympathisant. Oh, mais bien sûr, il y en avait un qui était naturellement désigné pour accomplir cette honorable mission. Il fallait juste le sortir de sa retraite dorée. Désormais, ce n'était plus qu'un secret de polichinelle. Le présentateur du journal télévisé local, Albert Dujon, appelait son spécialiste des affaires juridiques, Jean Filet. L'affaire de l'année allait secouer la préfecture de l'Île-et-Vilaine. Ce maudit tueur hétérosexuel serait jugé à Rennes pour les nombreux actes ignobles qu'il avait commis. Le nom du magistrat chargé de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre tomba. C'était Jean-Luc Gagné. Arlette, devant son poste de télévision, s'écroula sur le bois ciré de sa table. Le juge Gagné, le prêtre défroqué, le concentré d'intolérance. L'ancien serviteur de Dieu s'était mué en suppôt de Satan. Il avait été l'un des tout premiers ecclésiastiques à afficher ses penchants pour la gente masculine. Ses premiers amants, il en fit la conquête derrière l'église, où il ne fit que des bêtises. Ah! Être la bonne du curé, tout le monde le voulait bien, mais ne le pouvait point. Il fallait accepter que les cierges remplissent, c'est le cas de dire, une autre fonction que celle du remerciement. Quant aux frères qu'il côtoyait, ils eurent tôt fait de découvrir son gros cierge rouge. À présent, il se vengeait des brimades du passé. Il avait repris ses études de droit, avait atteint le niveau de magistrature suprême, et était devenu le grand inquisiteur. Il adorait faire toutes sortes d'inquisitions. De la 6e République. Il avait d'ailleurs participé à la fondation de celle-ci en suggérant le drapeau national, une banane et des kiwis sur un fond rose. Sous la tutelle de ce sinistre personnage, Eric ne pouvait pas être jugé de manière plus inéquitable. Par contre, l'occasion d'agir était trop belle. Une opération parfaitement organisée avait des chances d'aboutir à la libération du prisonnier et à l'exécution de ce juge corrompu dont le grand plaisir était d'assister aux plaidoiries des avocats tout en étant raide à poil sous sa robe.
ou alors en portant string, ficelle et soutien-gorge. Avec ses deux assesseurs, à ne pas confondre avec ses potes à ses frères, assis à sa droite et à sa gauche, ils se prenaient pour Dieu le Père. Ils appréciaient la parole de Dieu exprimée dans toutes les langues. Après la mort de Yann, Antoine avait été promu organisateur d'actions spéciales. La tâche consistait à trouver tout ce qui pouvait emmerder le président Bacchanal et toute sa clique. Il avait carte blanche et libre imagination pour agir. Sa première idée fut de placarder sur tous les murs de la région de splendides affiches mettant en scène le président de la République avec la mère Denis, égérie d'un célèbre lessivier, dans une situation pour le moins inattendue. Elle avait ôté tout son linge et nettoyé la visirette du président à 800 tours minute. L'affiche avait déclenché l'hilarité dans la Bretagne. Il y avait eu un écho national, couvrant ainsi le retentissement que le gouvernement voulait donner au procès du vrai faux Éric Vincent. Arlette le convoqua et le somma de mettre au point un plan infaillible. Elle ne voulait pas la moindre perte dans les rangs de la foule, plus de précipitation. Le brillant élève se creusa aussitôt la cervelle. Il suffisait de le mettre au défi pour qu'il exécute sa noble tâche avec brio. Ce matin-là, la porte s'était déverrouillée sans que l'écrivain ne soit plongé de force dans l'inconscience. Depuis quelques jours, les choses changeaient. D'abord, la diffusion de films éducatifs avait cessé. En même temps, le traitement hormonal avait été suspendu. Sa poitrine avait repris une taille normale, un petit 115, ses hanches étaient redevenues abruptes, son pénis avait dégonflé pour atteindre enfin 30 cm. Non mais là je rigole. De plus, alors qu'on l'avait privé de nourriture pour casser sa volonté, on le gavait comme une oie, lui faisant avaler des mets tous plus savoureux les uns que les autres. Les commandes venaient directement de chez Diard, Fauchon et de Gallouillot, certainement pas des cuisines de la prison. Une femme était entrée, son avocate soi-disant. Elle l'avait invité à la suivre. Durant le transport jusqu'au tribunal, elle l'avait averti. Il avait intérêt à plaider coupable. Le problème, c'est qu'il ne savait pas de quoi il était coupable. Lorsqu'elle lui demanda quelles étaient ses tendances sexuelles, il lui répondit qu'il avait tendance à faire l'amour plusieurs fois par jour et par nuit. Elle précisa sa question. Quelles étaient ses préférences? Il lui indiqua qu'il aimait tout, par-dessus, par-dessous, par derrière, par devant, en haut, en bas, au premier étage, au sous-sol, en avion, en train, en arrière-train, à la queue leu-leu. Décidément, comme il ne comprenait rien et qu'elle était très curieuse, elle renchérit, et non pas renchérit. Quels étaient ses types de partenaires? Il répondit qu'il aimait vraiment tous, sans distinction, les blondes, les brunes, les rousses, les noires, les jaunes, les rouges, les bleus, avec un grand coup, à ne pas confondre avec les bleus, avec un grand coup, communément appelé hématome. Elle lui demanda ses orientations, il précisa toujours face à la Mecque, car ici, dans ce monde, il valait mieux ne pas tourner le dos à la Mecque, ou à le mec, sous peine d'avoir des problèmes d'hémorroïdes. Elle s'énerva et cracha enfin le morceau. Préférait-il les hommes ou les femmes? Les femmes, bien sûr. Elle avait vomi son petit déjeuner sur ses chaussures. Après cela, elle le traita de tous les noms d'oiseaux qu'elle put se souvenir, et fut limite de pitié une crise d'hystérie quand il lui avoua son désir de la décoincer si ça la chantait. 4 gentils garçons dans le vent, venus de Liverpool, l'accueillirent à la sortie du fourgon cellulaire. Ils le menèrent au tribunal. Il avait été surpris de découvrir que la télévision s'intéressait à son cas. Pour qui le prenait-il pour lui faire les honneurs des médias? La minute des droits télévisés du procès vaudrait très cher. En effet, son avocate se dirigea droit vers le juge dès son entrée. Il eut un mouvement de recul lorsqu'elle s'approcha d'un peu trop près. Il lui dit qu'il souffrait d'une atroce migraine. Elle le rassura un peu en lui avouant que le prévenu l'avait aussi rendu malade en lui parlant dans le panier à salade. Il prit la parole après que l'avocate lui eut remis un objet. « Silence, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous. » Comme Eric était l'accusé, il obtempéra. « Écoutez ceci, et dites à la cour si vous reconnaissez avoir prononcé ces paroles. » Il l'écouta. Il s'agissait de sa conversation avec l'avocate, conversation tenue quelques minutes auparavant, pendant la venue au palais de justice. « Bah oui, c'est moi, c'est ma voix. Vous pensez ce que vous dites? Bah oui, heureusement. Vous aimez les femmes? Bah oui. » Un « Oh !» horrifié parcourut l'assistance. Des sifflets lui furent adressés. Devant la vindicte populaire, le juge décida d'ajourner la séance. Il mit le jugement délibéré. Lorsque le juge gagné fit son apparition, il avait l'air moins fier, moins dominateur.
Il fit signe au prisonnier d'approcher. Ce dernier obéit. Il lui dit « Venez à côté, il faut que je vous parle. » « C'est pas mon avocate qui doit me représenter ?» lui demanda l'accusé, conscient qu'il n'agissait pas comme le voulait le droit. « Non, pas dans ce cas. Vous n'obtiendrez rien avec cette furie. »« Ah, dans ce cas, je vous suis. » Eric remarqua un renflement inhabituel dans le bas de son dos. Il comprit qu'il se tramait un truc pas catholique dont le juge n'était pas le maître en pénétrant dans la salle réservée aux délibérations. Les deux assesseurs et les membres du jury, un beau tas de fiottes, étaient ligotés, bâillonnés. Plusieurs personnes armées les tenaient en joue, dont une que l'écrivain reconnut. « Arlette ! Eric ? Mais c'est incroyable, vous êtes venu me libérer ? Oui, viens, il faut faire vite. Quant à toi, juge Félon, tu vas payer. Fous-toi à poil. » La figure emblématique de la foule menaça le juge avec un automatique. Le magistrat n'eut pas d'autre choix que de retirer sa robe. Il avait un perforateur instantané fourré dans le derrière. Cela aurait dû lui donner le sourire. Hélas pour lui, il avait aussi le sexe introduit dans une petite guillotine radiocommandée. « Pour tous les crimes que tu as commis, hurla Arlette en actionnant la télécommande. La lame aiguisée vint trancher son missile à tête chercheuse. Il tomba par terre et fut suivi d'une giclée de sang. Le juge n'eut pas le temps de se plaindre. Arlette l'acheva en déclenchant le perforateur qui lui explosa le fion, collant de la bidoche sur le mur bicentenaire du palais. Arlette attrapa le prisonnier et l'entraîna au dehors. Ils s'échappèrent en filant par les toits. En bas, ils furent récupérés par Antoine et des hommes de main. L'opération avait été rondement menée. Eric était libre. Arlette et Eric avaient longuement parlé. Il avait avoué venir d'un monde parallèle. Il avait évoqué la possibilité d'être le jouet d'une personne mystérieuse manipulant le passé, l'avenir et les présents possibles. Elle était peinée de le voir en si bonne forme, alors qu'elle l'avait tenu dans ses bras quelques jours auparavant, rendant son dernier soupir. Il lui avait décrit avec précision tous les événements survenus dans son monde, ses vaines tentatives pour réparer les méfaits de la télécommande à voyager dans le temps. Il avait parlé de sa rencontre avec l'autre Arlette, avec Marina, sa mort, sa résurrection. À la fin, il lui avait dit « Je ne sais même plus où j'en suis. Je ne pourrai jamais revenir dans mon monde. Je ne sais même pas s'il existe encore, s'il est tel que je l'ai laissé ou s'il sera bouleversé. De toutes les façons, je ne pourrai jamais repartir. Alors ça sera avec joie que j'embrasserai la cause de la Foune. » « Vraiment ? » ?»« Oui, je pourrais être utile, même si je n'ai pas les qualités de combattant du Eric que tu aimais. C'est gentil, rien ne t'y oblige. » « J'ai envie d'embrasser autre chose que la cause. »« Quoi, par exemple ?» fit Arlette, dont le regard devint brillant. « Tes lèvres. » Il s'approcha d'elle. Il se terrait dans un réseau de caves, à l'abri de l'ennemi, à l'abri des regards indiscrets également. Elle se laissa faire. Il l'enlaça le plus tendrement possible, cherchant à caresser son dos, ses reins, ses hanches. Les mains glissèrent un peu plus bas et rencontrèrent ces deux adorables rondeurs d'amour chaude. Sa bouche se colla plus fort contre la sienne. Il la sentit fondre complètement. Envoler sa peur d'avoir affaire à un imposteur. Contre lui, elle retrouva des sensations qu'elle croyait perdues à jamais. Ils se laissèrent choir sur le gravier rond disposé sur le sol en terre battue. Elle décrafa son treillis à l'entrejambe. Les pressions sautèrent prestement. Elle dégagea le sexe de l'homme de sa prison de dîmes et vint s'offrir sa raideur au fond de son ventre. Elle soupira et sourit jusqu'aux oreilles, bien que l'obscurité empêchât de bien distinguer son visage. Il lui donna ce pourquoi il avait failli être exécuté. Il eût été dommage de gâcher une pareille érection. Au moment où elle jouit bruyamment, une explosion fit trembler tout le sous-sol. Le feu se propagea d'un seul coup. Des cris, des hurlements. Trop tard pour les autres. Eric bloqua la porte en se levant précipitamment. Elle prit sa main et le pria de venir avec elle. Ils coururent aussi vite qu'ils purent. Lorsqu'ils sortirent pour se retrouver dans un garage souterrain, ils eurent une surprise extrêmement désagréable. Vigor! La pourriture de ministre se tenait devant eux, planquée derrière une cinquantaine de miliciens. Ils étaient sous le feu des projecteurs, tenus en respect par un tas de fiottes. Tout à coup, sans que ce traître ait pu dire quoi que ce soit, une porte se matérialisa à ses côtés. Une porte étoilée, avec la consistance du mercure. Margarine en sortit. Il venait d'un monde parallèle, du futur ou du passé. Il tenait un enfant, un bébé. « Tu le reconnais, dit-il,
en tournant le nourrisson afin que l'écrivain puisse observer le dos. Il la reconnaissait. En haut, entre les omoplates, il y avait le papillome. Son papillome. Sans qu'il puisse faire le moindre geste, Margarine injecta un produit bleuté dans le bras du gosse. On aurait dit du liquide de refroidissement. Aussitôt, Eric éprouva un malaise. L'enfant hurla à la mort. Et Eric s'effondra. Arlette tenta de lui porter secours. Les yeux de l'homme se révulsèrent. L'enfant mourait, et Eric cessait d'exister. Arlette le vit mourir pour la seconde fois. Elle s'écroula contre lui, luttant pour le sauver, maudissant le ciel qui reprenait son ange. Elle n'eut qu'une seule réponse, un ricanement venu du fond du garage, le rire d'un être abject, heureux de lui faire du mal, heureux d'avoir enfin eu sa victoire, heureux et satisfait d'avoir pu la briser. Elle sombra dans le désespoir, et le cœur d'Eric cessa de battre. Petit dictionnaire à l'usage de cette nouvelle. Fiotte, garçon ayant peur des filles, à ne pas confondre avec fiat, marque pour les mecs qui en ont. Homosexuel, personne ne travaillant pas chez Lego et ignorant tout des emboîtements. Enflure, personne ayant tendance à enfler lorsqu'elle se fait piquer par un gros dard. Charlotte, gâteau sucré au langage salé à base de biscuits trempés de crème. Elfe, société de forage préférée des fiottes. Rééduquer, apprendre à être propre, à se tenir droit et à frapper à la porte avant d'entrer. Gouffre de Padirac, orifice naturel très humide, ne pas confondre avec le trou de balle en Suisse ou le trou de balle, autre orifice naturel plus sec. Perforateur instantané de Black & Decker. Moi, je préfère l'avoir raide et blanche que Black & Decker.